De toute manière, c'est enregistré, donc y a pas... si jamais il y a des choses que vous voulez qu'ils soient supprimées ou alors des hésitations, faut pas hésiter à me dire. Voilà. Je ne suis pas une grande oratrice. Nicolas, vous êtes un bon orateur, vous allez commencer. Je travaille depuis 6 mois à imiter votre voix. C'est ça. Ça, c'est une bonne idée. Alors, oula. Je vous laisse prendre quand même le micro vraiment pour dire bonjour au début. Et ben, c'est parti. Alors, ce 23 et 24 avril est proposé au cinéma Eldorado. Dialogue avec Starovitch, 2 jours qui vont permettre aux spectateurs de redécouvrir un maître du cinéma d'animation organisé par la Cinémathèque de Bourgogne en partenariat avec le cinéma Eldorado. Sont invités à cette occasion monsieur et madame Martin Starovitch, les critiques de cinéma Jean Douchet, Hervé Aubron et Marina Fedorov, ainsi que les cinéastes Erwan Le Gall et Gérard Courant, sans oublier le pianiste-compositeur Jacques Cambra. Et pour vous aider à débroussailler toute cette belle programmation, sont avec moi en studio Léona Béatrice Martin Starovitch, petite fille du réalisateur, François Martin également, Léona Béatrice Martin Starovitch, qui, je le précise, a entre autres choses fait publier une biographie, Ladislas Starovitch, le cinéma rend visible les rêves de l'imagination, et qui œuvre avec François Martin donc à faire reconnaître un héritage cinématographique important à travers notamment une rediffusion de ses films. Nicolas Petiot, donc directeur de la Cinémathèque de Bourgogne, et nous avons également en studio Gérard Courant, réalisateur qui filmera les rencontres, images qui seront réutilisées pour son propre film Les Carnets filmés, dont on parlera un peu plus tard. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour. Alors avant de s'intéresser un peu plus en détail donc à ce grand réalisateur injustement méconnu, Nicolas Petiot, pourriez-vous nous dire comment vous est venue l'idée de mettre en avant donc ce réalisateur et pourquoi vous semblait-il important de mettre en place ces rencontres ? Alors, cette démarche de faire découvrir Starovitch ici, puisque dire qu'il est injustement méconnu, ça me paraît un peu plus compliqué que ça finalement, puisqu'on se rend compte qu'à travers le monde, les cinémathèques ou les grandes institutions de cinéma reconnaissent Starovitch et régulièrement, on peut suivre justement sur le site consacré à Starovitch l'ensemble des événements qui existent. L'année dernière, par exemple, sur Barcelone, une exposition qui s'appelait Métamorphosis a été réalisée. Et on voit à ce moment-là l'importance de Starovitch dans le cadre de l'écriture d'une histoire du cinéma où le monde et l'imaginaire de Starovitch sont mis en avant par ces grandes institutions. Moi, j'ai eu la chance l'année dernière de pouvoir rencontrer monsieur et madame Martin dans le cadre d'une exposition qui était consacrée à Starovitch au MACVAL, qui est un centre d'art contemporain dans le Val-de-Marne. Et puis, finalement, de me rendre compte que ce département du Val-de-Marne travaillait un peu Starovitch sur certains aspects, puisque Starovitch s'est installé donc, pour travailler dans le Val-de-Marne à Fontenay-sous-Bois spécifiquement, mais qui avait peut-être la possibilité de travailler un peu plus lourdement les œuvres de Starovitch lui-même, de manière à donner accès à la fois à des institutions, mais aussi à des critiques qui jusqu'ici, et là effectivement il y a une question à se poser, mais qui jusqu'ici ne regardaient pas forcément l'œuvre de Starovitch, de manière à pouvoir faire que ces œuvres existent en termes de vision. Et en fait, ce qui se passe cette semaine à Dijon, c'est un peu quelque part une suite de ce travail qui a été engagé l'année dernière, mais avec maintenant la volonté que tout le public puisse travailler sur ce maître du cinéma d'animation, avec la possibilité de continuer de travailler la pensée critique de Starovitch, la découverte des œuvres, avec des intervenants que vous avez cités au début, parce que tout ça, c'est le travail d'une cinémathèque. Oui, d'où le nom Dialogue Starovitch. Oui, Dialogue, c'est quelque chose qu'on a voulu dans la continuité du travail de valorisation, donc de visionnage d'une cinémathèque, puisque déjà nous retournons travailler avec le cinéma Eldorado, donc qui est un cinéma indépendant d'art et essai dijonnais, où il nous paraissait intéressant de créer le dialogue entre la façon de travailler d'une cinémathèque et la façon de travailler d'un exploitant indépendant aussi spécifique, mais également entre le public et les œuvres, le public et les intervenants. Et là, on a la chance d'avoir un nombre d'intervenants et surtout de spécificités diverses dans leur travail qui permettent, bien évidemment, en collaboration
et avec l'Eldo et avec monsieur et madame Martin, de pouvoir continuer ce travail et puis surtout de commencer à l'engager ici dans cette région. Donc quand même un lourd travail de préparation pour mettre tout ça en place, j'imagine. Oui, c'est lourd, mais c'est facilité, puisque quand on a accès à un moment à cette œuvre, on se rend compte que le travail de monsieur et madame Martin sur et la conservation et la préservation et la mise à disposition, que tout est très pensé dans tout ça. Et on se rend compte que finalement, après, c'est une question de confiance, de mise en place des choses, mais que c'est plutôt facilité. Le travail, il est plus au niveau de la Cinémathèque sur l'idée d'intéresser les Dijonnais, puisque effectivement, c'est rare à Dijon qu'on puisse traiter des périodes du cinéma de cet ordre-là. Là, on va travailler sur la période 1911-1941 des œuvres de Starevitch. Le travail sur le film de patrimoine et en particulier sur le film d'animation, c'est rare que ça se fasse, mais ça prend et il faut du temps pour que ça se fasse. La préparation, elle est là, d'expliquer quel est le travail de valorisation à ce niveau-là. Alors venons-en justement à ce réalisateur. Donc il est considéré comme l'un des précurseurs du film d'animation, voire même le premier. On pense à son film Le roman de Renard, qui est sorti en Allemagne en 1937, un tournage qui dura 18 mois et qui commença d'ailleurs en 1929. Ladislas Starevitch est né dans une période historique riche. Il a quand même été témoin de 2 guerres mondiales. Il est né à Moscou de parents polonais, parents qui étaient alors pour l'indépendance de la Pologne, il me semble. Alors j'aimerais savoir quelle a été son éducation. Il faut savoir qu'il a perdu sa mère à l'âge de 4 ans et qu'il a été élevé par par une de ses tantes en Lituanie. Alors dites-moi, Madame Martin ou Monsieur Martin, ce qu'il en est, puisque vous avez fait publier une biographie. La biographie est une écriture et un travail de recherche de mon époux, François Martin, puisqu'il est historien. Et il est complété par tous nos documents, nos archives que nous avons exploitées, qui sont des archives de toutes sortes. Donc à la fois écrites, mais des archives de marionnettes, des archives de films. Donc c'est vrai, cette biographie est une biographie historique de Ladislas Starevitch et de son œuvre. Alors comment a-t-il vécu dans son enfance et qu'est-ce qui l'a mené au cinéma ? Eh bien, il est né à Moscou et très vite, son père l'a renvoyé en Lituanie parce qu'il ne voulait pas qu'il se russifie trop, comme il l'avait trouvé dans un placard en train de jouer du violon en chantant « Dieu sauve le tsar ». Il l'a très rapidement renvoyé donc chez ses tantes. En effet, il a été élevé par 6 ou 7 tantes dans une maison de famille. Et il y avait là le grand-père, il y avait là les oncles avec lesquels il était très très copain et ami. Et c'était quelqu'un qui jouait, qui adorait la nature et qui faisait que ce qu'il voulait. Donc tout son imaginaire était facilité par... une grande liberté. Une grande liberté, oui. Et donc il avait des parents, en tout cas un père assez engagé politiquement puisque il s'opposait... En fait, son père, oui... puisqu'il était emmené en déportation, et c'est sur le chemin de la déportation que la caravane des déportés s'est arrêtée à Moscou pour faire halte. Au même moment, le directeur de l'hôpital Galitzine était mort, donc on est allé dans la caravane des déportés demander s'il y avait un apothèque et quelqu'un, donc il a levé le doigt. Et c'est comme ça qu'il a été extrait de la caravane et qu'il n'a pas été emmené en déportation. Et mon grand-père est né à Moscou, et sa mère est morte en même temps que la petite sœur qui était en train de naître. Donc il s'est retrouvé très vite orphelin et à la charge de son père qu'il adorait. Et quand le père revenait une fois par an en Lituanie, il commençait par lui donner une raclée et puis il disait « c'est pour tout ce que tu as fait comme ânerie et maintenant D'accord. À nous ». Voilà. C'est radical. C'était radical. Oui, il soldait tous les comptes. Mais alors, ça c'est du Gogol. Hein. Dans de Gogol, on trouve ce genre d'éducation ou de réaction, oui. Comme par exemple dans La Nuit de Noël, quand Vakula demande la main de la jeune fille qu'il aime, Oksana, eh bien le beau-père, qui est très très contre lui pour différentes raisons, lui donne des bons coups de fouet et dit bon, maintenant on parle d'autre chose. C'est tout à fait inhérent à ce côté-là de l'Europe. Oui, absolument.
Vous parliez de nature et il faut savoir que Ladislas Starowicz avait un intérêt pour l'entomologie, c'est-à-dire l'étude des insectes. Son premier film sera un documentaire d'ailleurs sur les insectes, c'est bien ça? Alors oui, la première fois les premiers films qu'il a réalisés étaient des films ethnographiques. Il filmait les gens, les rivières, les façons de vivre. C'était des films vraiment très ethnographiques. Mais les insectes l'intéressaient beaucoup. Et pour montrer comment il vivait à ses étudiants, il les a donc filmés image par image. Ça ne marchait pas. Il n'aboutissait pas à réaliser le film parce que les insectes s'arrêtaient et se détérioraient. Donc il a recollé les différents membres des insectes. Il les a animés image par image comme il faisait quand il était gamin, des dessins image par image dans ses cahiers. Mais ça, c'est passionnant. Enfin, on se dit que ça doit être un sacré travail minutieux. La première bande faisait 15 mètres, et quand il l'a fait défiler, il a trouvé que c'était extraordinaire. Et tout de suite, il est passé à autre chose, c'est-à-dire qu'il a mis des bottes, des épées, des chapeaux aux mêmes insectes, qu'il a recréés avec d'autres matériaux, avec des matériaux de bois, de fer. Et à ce moment-là, il a tout de suite créé l'histoire de la Belle Hélène, Ménélas, Agamemnon, enfin... Et là, il avait quel âge ? 1909-1910, il est né en 82. Donc une vingtaine d'années à peine. Trentaine d'années. Oui, trentaine d'années, c'est ça. En fait, il y a deux périodes dans sa vie. Il y a celle qu'il a passée en Russie et puis celle qu'il a passée en France. Il est arrivé en France, il avait plus de 40 ans. Première carrière en Russie, deuxième carrière en France. Et il est mort en 65, donc 40 ans d'un côté, 40 ans de l'autre. Et entre les deux horizons, il a créé une centaine de films. On en a préservé... En France, tous les films qu'il a réalisés en France sont préservés. Tous ceux qui ont été réalisés en Russie n'ont pas été préservés, mais le Gosfilm Fond en a gardé pas mal. Et il y en a à peu près une douzaine qui sont visibles, soit en partie, soit en totalité. Mais les films en Russie sont surtout avec acteurs. Oui, c'est ça la question. Est-ce qu'il y a une forte... différence entre les films qui ont été réalisés en Russie et ceux qui ont été réalisés en France? Est-ce qu'on voit une coupure entre les deux Oui, les films réalisés en France sont des films d'animation. Et les films réalisés en Russie sont surtout des films avec acteurs dans lesquels il insufflait de l'animation. Mais il a également réalisé des films d'animation en Russie. Ceux-là sont préservés. Donc c'est une période quand même, quand il a commencé le cinéma, où le cinéma en était à ses balbutiements. Oui, mais il y avait déjà... Oui, il y avait certaines bases, c'est sûr, mais lui, il a aussi participé à... L'évolution du cinéma, voilà. Absolument, oui. Mais les films, en Russie, il a créé des films avec acteurs et animation, et en France, quand il est arrivé donc en 1920, il a gardé toujours, dans ses films d'animation, le regard et la présence d'un enfant. Et c'est par le regard d'un enfant qu'on rentre dans l'univers de Starevich. Et plus il a vieilli, plus le temps a passé. Et bon, ma mère jouant dans les films français a grandi, donc il ne l'a plus fait jouer. Et progressivement, les derniers films sont des films où il n'y a que des marionnettes. Alors justement, venons-en à ces marionnettes. Donc, c'est un précurseur du cinéma de marionnettes. Ces films se construisent autour d'elles. Et pour l'époque, et compte tenu de la richesse de ces films, fabriquer des marionnettes devait être un travail de longue haleine. Et je crois bien que c'est d'ailleurs donc sa femme et ses filles qui l'aidaient à la création de celles-ci. Les marionnettes, c'est lui qui les réalisait. Dans sa femme et ses filles, ma grand-mère faisait les costumes. Irène, qui était l'aînée, l'aidait aussi. Mais elle était surtout son assistante. Toute sa vie, elle a travaillé avec Starevich et elle était son assistante dans tous les domaines. Mais ma mère a fait sa vie. Elle était là quand elle était enfant. Après, elle s'est mariée, elle a eu sa propre carrière, etc. Non, c'est vraiment un travail de Starevich avec la collaboration d'Irène Starevich et une aide épisodique de ma grand-mère et de ma mère. Et comment est-ce qu'il travaillait ? Est-ce qu'il travaillait vraiment seul Ah oui, absolument. Il travaillait dans la maison. Moi, je les ai vus vivre et travailler pendant une dizaine d'années. Donc, le matin, il commençait et puis le soir, il terminait. Et puis, c'était quelque chose de très, très paisible et tranquille. Et moi, au fond du studio, je le regardais animer ses marionnettes, jouer aux poupées. Tandis que moi, je devais aller à l'école. Il y avait un truc qui clochait
dans mon regard là-dessus, parce que lui s'amusait et moi je travaillais. Ça, c'était pas juste. Là, ça y est, vous avez quelque chose de pas juste. Maintenant, j'ai compris, mais bon. Et donc, il travaillait seul, que ça soit au niveau de la réalisation, donc du travail de la lumière, du montage, oui. Tout ça, c'était... Oui, absolument, oui. C'est impressionnant. Et au début, moi, je me souviens, quand j'étais petite, il y avait un laboratoire de développement dans la maison, donc il développait ses roches, et puis après, il les donnait au laboratoire, mais je l'ai vu développer des roches, quoi. Et il a jamais travaillé avec d'autres personnes liées au monde du cinéma ? Ah si, en Russie, et puis quand il est arrivé au début dans les années 20, il a assisté d'autres réalisateurs pour se remettre en selle, et après, à partir du moment où il a acheté son studio, il a travaillé seul. Mmh. Mais il a participé à d'autres films en France et en Russie. Alors vous dites qu'il avait un regard d'enfant. Ah oui. Quel regard lui portait sur... en tout cas, quel regard le réalisateur portait sur le monde à travers ses films ? Donc il faut savoir qu'il a adapté les fables de La Fontaine, entre autres, et que à travers les fables et les contes, on peut avoir une double lecture, forcément. Oui, mais le regard de Starevitch a toujours été un regard d'une extrême bonté et d'une extrême mansuétude. Il a toujours traité les travers des êtres humains avec compréhension. Il ne les excusait pas, non, mais il le montrait. Et puis, il avait un sourire très, très compassionnel et compréhensif. Et surtout, beaucoup de poésie et d'amour. Beaucoup d'amour, oui. Donc, il ne visait pas un public en particulier. Lui, il travaillait pour lui-même et en fonction... Oui, je pense qu'il travaillait déjà pour se faire plaisir. En plus, ça lui permettait de vivre et de bien vivre puisqu'il a vécu de son art toute sa vie. Hein. Et ensuite, il partageait. Il partageait beaucoup. Il faisait des conférences, il expliquait son travail. Et il avait un énorme respect du public. Et par exemple, une de ses réflexions quant à la qualité de son travail, c'est quand il a vu le roman de Renard. Et il a dit que si quelqu'un d'autre avait réalisé ce film, il aurait arrêté de tourner. C'est donc que ça lui convenait. C'est son seul long métrage, malheureusement. Tous les autres sont des courts métrages et c'est ce qui donne beaucoup de difficultés à diffuser les films de Starevitch. Parce qu'être court métrage, être muet pour les années du muet, et être de l'animation en plus, qui n'est pas un art qui, entre les années 50, etc., n'était pas très, très en vogue, c'est très difficile. Mais le fait de mettre tous les courts-métrages en programme et d'avoir un thème et de les faire vivre comme ça leur donne une autre vie. Starevitch est né au 19e, il a travaillé au 20e, on est au 21e siècle, les gens s'étonnent de ne pas l'avoir connu plus tôt. Et à travers cette rétrospective, qu'est-ce qu'on peut apprendre du cinéma d'animation aujourd'hui ? Parce qu'en tout cas, il a fait de nombreux petits. On pense donc à Tim Burton, Terry Gilliam. Oui. Il y a Wes Anderson qui a adapté, qui a rendu hommage, en tout cas, à ce réalisateur à travers son film Fantastic Mr. Fox. Oui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire du cinéma d'animation ? Moi, je pense que tous les réalisateurs de maintenant sont contents d'être les petits, comme vous dites, de Starevitch et qu'ils ont conscience qu'il y a eu avant eux d'autres créateurs qui ont maîtrisé énormément de techniques et puis de connaissances et qui ont surtout été généreux dans la façon dont ils ont montré comment l'animation de connaissances et qui ont surtout été généreux dans la façon dont ils ont montré comment l'animation se déroulait. Et qu'est-ce qu'on peut dire des gros studios tels que Pixar, DreamWorks, Disney, qui prennent un peu toute la place en ce moment ? Je trouve... ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, ils écrasent les autres. Il y a beaucoup de réalisateurs qui ont beaucoup de talent. Je pense par exemple à Erwan Le Gall, qui fera une intervention en tant que professeur, en tant qu'animateur, etc., qui fait des films merveilleux et qui n'ont pas la diffusion qu'ils mériteraient. Voilà. Donc il y a un travail à faire derrière tout ça, peut-être un travail. Le problème, aussi c'est la communication, parce que, voyez-vous, les derniers programmes que nous avons édités en DVD, il y a Les Aventures de Fétiche, par exemple, ne circulent pas en 35 mm parce que c'est très difficile, il faut diffuser, il faut beaucoup d'argent pour sortir les films en 35 mm. Et c'est vrai que les sortir en DVD, ça les offre à tout le monde, et c'est ça que nous voulons.
mais ça restreint le public. C'est quand même toujours du bouche à oreille et c'est regrettable. Mais c'est merveilleux parce que justement, quand quelqu'un, grâce à Facebook, grâce au tweet, etc., quand quelqu'un a découvert quelque chose, il le fait partager. C'est une autre façon qui est parallèle. Mais c'est pas de la distribution Disney, c'est sûr. Ceci dit, Disney, je sais qu'autrefois, Disney faisait projeter les films de Starevich qui étaient visibles, parce que tous n'étaient pas visibles, le fait d'être nitrate, le fait de ne pas être diffusé, etc. Il les projetait à ses animateurs pour leur montrer ce que c'était que l'animation. Starevich a toujours été dans la mémoire de tous les animateurs, de toutes les grandes compagnies, ça c'est clair. Alors maintenant, je vais m'intéresser à Gérard Courant, qui est en train de filmer en ce moment. Ah, super. J'adore être filmé. Elle est pas mal, très bien. Il ne faut pas se cacher derrière le oui, mais j'attends juste que vous vous asseyez. Ah non, mais moi je reste debout, parce que je filme. Je peux parler debout. Gérard Courant, donc comme je l'ai dit, vous allez filmer, et vous êtes d'ailleurs en train de filmer ces 2 jours, mais présentez-nous un peu plus en détail le grand projet qui se cache derrière tout ça, sachant que les images récoltées seront assemblées et rejoindront les cahiers filmés, projet qui débuta quand même en 1975. Alors oui, les carnets filmés, c'est une sorte de journal filmé que je tiens depuis que je fais du cinéma. En fait, c'est un travail qui est parallèle à mes autres films, qui est parallèle au cinématon, parallèle à mes courts et longs métrages. Et c'est essayer de garder des traces comme ça des rencontres que j'ai l'occasion de faire, quand j'ai l'occasion de rencontrer des metteurs en scène, des acteurs. Ce sont des traces de voyage. Et puis aussi, ça peut ressembler à des making-of aussi, quand je tourne des films, je tourne parallèlement sur le film que je suis en train de faire. Quand je fais des conférences sur des films, des classiques du cinéma, ou quand je présente mes films, je filme tout ça aussi. Et donc ce travail de carnet filmé, c'est une immense mémoire et qui commence à devenir maintenant importante en temps. Parce que il y a, sauf erreur, 263 épisodes qui sont terminés et l'ensemble dure 326 heures, en sachant qu'il y a encore beaucoup d'épisodes qui ne sont pas montés, certains épisodes d'ailleurs très anciens, et je suis toujours en train d'en réaliser. Donc c'est une véritable bibliothèque là que vous mettez en place. Ou une cinémathèque tout simplement, quoi. C'est vrai que Nicolas Petiot avait dit une fois, je me souviens, quand on s'était rencontrés la première fois, il me disait oui, mais tu travailles un peu, tu es le seul cinéaste à travailler un peu comme une cinémathèque en fait. Et c'est vrai que il y a ce côté-là. Oui, ça me va très bien. Oui. Et pourquoi c'est important pour vous de faire ça? Travailler cette mémoire. Non, il n'y a pas de. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire des films. Et donc, c'est une occasion. C'est un peu comme les cinématons. Ça me permet de tourner tout le temps. Je pourrais pas attendre je sais pas, pendant 1 an. J'ai des amis cinéastes. Ils attendent des fois pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour faire un film. Et ils essaient de trouver un budget. Ils n'arrivent pas. Ça serait impossible pour moi d'attendre des années. J'ai besoin de tourner. Je suis un ancien coureur cycliste. Amateur, donc quand on fait du vélo, il faut s'entraîner tous les jours, autrement ça va pas. Et pourquoi alors Alors quand on est cinéaste, il faut tourner tous les jours. Et pourquoi filmer donc ces 2 rencontres-là qui se consacrent à Starevich? Donc c'est à l'initiative de Nicolas Petiot, le fondateur, directeur, programmateur de la Cinémathèque de Bourgogne. C'est lui qui a eu l'idée. Donc on a eu le projet l'année dernière en disant voilà, il m'a expliqué qu'il voulait créer plusieurs événements dans l'année. Qui sera en partenariat notamment avec l'Eldorado. Et donc, voilà, j'ai accepté avec joie, parce que c'est passionnant comme ça d'entrer dans un monde que j'apprécie. Donc, en plus, tout est organisé, les projections sont organisées, j'ai qu'à me fondre dans le moule. Et donc, pour moi, c'est un plaisir. Hein, j'ai pas l'impression de travailler. J'ai jamais travaillé de ma vie, quoi. Quand on fait des films, on peut pas appeler ça du travail. On peut pas comparer ça à du travail. C'est autre chose, quoi. C'est une passion, quoi.
Si je peux me permettre un petit mot sur cette invitation à Gérard, en fait, il y a plusieurs aspects. C'est qu'une cinémathèque, on en est convaincu dans cette cinémathèque de Bourgogne, doit produire finalement la vision des films. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire également permettre la projection des œuvres telles qu'on fait sur Starevitch aujourd'hui, mais également la question de la production, comment un événement en lui-même peut permettre la création d'un film. Et à ce moment-là, Gérard nous paraît être un auteur qui répond à beaucoup de questions pour nous là-dessus, puisque on s'appelle Cinémathèque régionale de Bourgogne Jean Douché, puisqu'on traite la politique des auteurs, qui a une vision critique que le créateur d'un film est un auteur qui a une écriture, qui a une pensée du cinéma, qui va développer sous des obsessions, des façons de traiter le cinéma. Et c'est ce qu'on essaye de faire sur Starevitch, par exemple, là, c'est-à-dire de montrer les questions d'écriture liées aux univers, à l'imaginaire, aux obsessions de Starevitch. Et quelqu'un comme Gérard Courant lui proposait ça. Bien évidemment qu'il y a un côté obsessionnel chez Gérard dans le fait de filmer toujours. Mais si vous regardez ses œuvres, alors qui sont disponibles en plus dans plusieurs endroits, Gérard dépose à la BNF, à la Cinémathèque de Bourgogne. Là, il vient de travailler avec les archives de Lyon sur un dépôt également là-bas de films consacrés à ces œuvres lyonnaises. On peut y lire beaucoup de choses chez Gérard, parce que c'est quelqu'un qui considère qu'à un moment, la caméra, elle est là pour prendre une représentation du réel et la travailler avec une écriture. Et pour nous, d'avoir un auteur qui suit en tant que témoin ce travail autour de Starevitch, c'est très important pour qu'à un moment, il y ait un point de vue sur tout ça. C'est pas qu'on n'est pas intéressé par les points de vue de communication en soi, mais on pense que si ce cinéma-là, on veut jouer notre rôle en termes d'éducation à l'image et en termes réellement de valorisation, on doit permettre la production d'un point de vue. Et ce qui est intéressant chez des auteurs comme Starevitch, je vous le disiez tout à l'heure, par exemple, c'est cette idée du travail artisanal qui amène à cette spécificité. Quelqu'un comme Gérard, aujourd'hui, c'est la même question. Comment aujourd'hui produire autant de films ? Comment les diffuser ? Comment faire tout ça ? Si une cinémathèque, dans le cadre tout simple de son organisation, peut permettre la production de ce film, quelqu'un comme Gérard et son point de vue nous intéresse énormément. Et je termine juste en disant que c'est également pour nous une façon de passer 48 heures avec quelqu'un qui a toujours été d'une bienveillance absolument totale vis-à-vis de cette cinémathèque. Les cinémathèques sont quand même des lieux faits pour les auteurs de manière à ce qu'il y ait un lien entre le public et les auteurs. Et s'il y a bien un auteur qui, depuis le début de cette aventure, a été bienveillant avec nous, c'est bien Gérard, parce qu'il a une pensée des cinémathèques, mais également c'est un ancien Dijonnais qui a un amour de cette ville-là qui est évident, et ça nous paraissait normal de continuer ce travail-là avec Gérard, spécifiquement à ce moment-là où on commence effectivement ces dialogues sur ce grand auteur qui est Starevitch. Alors vous parliez de point de vue, c'est quoi ? Quel est ce point de vue, Gérard Courant ? Nous, quand on a réalisé une rétrospective des œuvres de Gérard il y a quelques années, on posait la question de, finalement, la façon dont fait Gérard avec sa caméra. Son point de vue, on se disait, il y a forcément un rapport avec le moment où naît l'idée de pouvoir capter l'image, où est-ce qu'on pose une caméra, et chaque plan n'est pas innocent. Maintenant, Gérard, c'est quelqu'un qui traite l'intime, le quotidien, le carnet filmé, les journaux comme ça. Vous pouvez même trouver à Dijon pas mal d'interventions qu'il a pu faire au niveau notamment des Beaux-Arts, où il a travaillé avec Lydie Vendipanel sur la question du journal filmé. Ce qu'on a traité, nous, quand on a diffusé, mais Gérard répondra mieux que moi à sa vision du point de vue, mais nous, ce qu'on a traité, c'est comment quelqu'un qui a une caméra collée à lui propose aux autres de voir ce que lui filme. Et c'est toujours cette question, finalement, du chiffre 3, qui est celui qui prend, celui qui renvoie et celui qui voit. Et il y a cette question qui nous intéresse beaucoup dans ce qui est fait. Après, bien sûr, chacun peut trouver dans ce travail-là beaucoup de choses. Il y a à la fois un côté historique, pour ceux qui veulent voir des images. Il y a un côté sociologique de comment vivent les gens à un moment, et ça, c'est représenté. Et ensuite, il y a une question d'auteur. D'auteurs qui traitent des questions. On peut trouver une définition, par exemple dire que c'est de l'expérimental ou dire que c'est de l'avant-garde.
Moi, je crois qu'il faut avoir une vision large et aujourd'hui dire que y a un auteur qui a un point de vue, qui a une tentative sur une carrière d'absolument tout filmer, donc tout montrer. C'est aussi là que ça nous questionne beaucoup sur la question du rapport à une cinémathèque, puisqu'on est là pour tout conserver, tout montrer. Enfin, déjà, le point de vue, c'est un peu la création de dispositifs et de concepts. Par exemple, quand j'ai créé les cinématons, c'était disons de créer une mémoire, mais de façon conceptuelle, c'est-à-dire de filmer toutes les personnes. Les cinématons, ce sont des portraits filmés de personnalités artistiques. Et donc, tous les portraits sont réalisés exactement selon les mêmes règles. C'est-à-dire que c'est un gros plan de 3 minutes et demie en cinéma muet, et c'est un gros plan avec caméra fixe. Bon, les carnets filmés, c'est encore autre chose. Là, les carnets filmés, c'est très intuitif, instinctif. Il y a des styles très différents dans les carnets filmés. Là, par exemple, je filme en plan fixe, long, mais il peut y avoir eu des carnets filmés qui étaient filmés image par image, par exemple. À l'occasion, par exemple, j'ai fait un film sur le Canada. Tout le film est image par image. Et on a vraiment l'impression d'être emporté par une sorte... on est aspiré comme ça dans les airs. Enfin, c'est très... Il y a des carnets filmés. J'ai fait un carnet filmé à Dijon, par exemple, qui est entièrement en image négative. Et ça donne des couleurs complètement psychédéliques. On voit Dijon d'une façon comme on ne peut pas l'imaginer. Et il y a des carnets filmés qui sont entièrement muets, par exemple. D'autres qui sont complètement bavards. Là, on est en train de parler sans arrêt. Les carnets filmés, il y a une infinité de styles. Tout est possible. Bien. Je m'adapte par rapport à l'événement. Et donc, on peut les découvrir si jamais on cherche. Alors, la plus grande partie sont visibles sur YouTube. Et puis, il y en a un certain nombre qui ont été édités en DVD chez l'Harmattan, notamment les travaux que j'ai faits. J'ai beaucoup tourné avec quelques cinéastes, notamment Philippe Garrel, Luc Moulet et Joseph Morder. Et donc, on a sorti des coffrets des films que j'ai faits avec eux. D'accord, bien. Alors, pour revenir juste sur cette programmation, donc, est-ce que vous pourriez me dire les films qui sont proposés lors de ces dialogues avec Starovitch et enfin, on pourra conclure cet entretien. Je pense que c'est M. Martin là, qui peut parler de la programmation, parce qu'il y a 10 programmes qui ont été concoctés par M. Martin et la Cinémathèque, avec des intervenants, mais peut-être que M. Martin peut me dire comment ça a été pensé sur cette... L'avantage de ces 2 journées, et on a beaucoup parlé de Starovitch comme cinéma d'animation, c'est qu'on va pouvoir découvrir d'emblée à la fois les films avec acteurs, des films russes des années 10, et des films d'animation. C'est-à-dire qu'on a accès à toute l'œuvre d'Ostarévitch en 2 jours, et c'est à peu près unique. Ça a eu lieu l'an dernier déjà à Fontenay. Mais Fontenay, le point de vue était de montrer ce qu'on ne voyait jamais, principalement. Tandis qu'ici, la programmation est faite pour montrer l'image de l'essentiel d'Ostarévitch en 2 jours. Donc on ne voit pas tout, mais on voit vraiment l'essentiel. Donc il y a des films phares comme Le Roman de Renard, dans une magnifique restauration de l'an dernier. Donc on va voir un très beau roman de Renard comme on ne l'a jamais vu quand il est sorti. Et on va voir aussi des longs métrages 30, 50 minutes, des durées assez variables, des films russes avec acteurs. Donc on va voir Mojjoukine, on va voir des grands acteurs. Et ce sont ces films avec acteurs qui, l'an dernier, ont le plus surpris, par exemple. Jean Douchet parle d'Ostarévitch à travers ces films-là, tout d'abord. Et c'est à travers ces films qu'il y a une continuité entre les films russes avec acteurs des années 10 et l'animation ultérieure. Parce que quand on filme avec des acteurs, il y a une mise en scène, il y a un éclairage, il y a une profondeur de champ, il y a des décors qui ne sont pas dans l'animation de marionnettes classique, si on peut dire, ni dans le dessin animé, ni dans ce type de film. Donc Starévitch avait déjà, puisqu'il avait fait du théâtre aussi, en plus d'entomologie, fait du théâtre avant de filmer, il avait déjà une notion de la mise en scène, etc. Mais quand il a passé plusieurs années avec des films avec acteurs, des conditions de production avec un producteur, enfin des financements, tout ce dont il avait besoin, il a acquis quand même un savoir-faire qu'on retrouve dans les films d'animation des années 20, 30, Le Roman de Renard, etc. Donc la première idée, c'est la découverte de l'essentiel de l'œuvre sans distinction animation et film avec acteurs. Ça, c'est un point extrêmement positif. Donc on verra des films connus comme Le Roman de Renard, je l'ai dit, des films, des courts-métrages qui ont été distribués en salle, comme Les Fables de La Fontaine, sorti en 2011. Alors c'est un programme qui a été conçu, sont les fables de La Fontaine que Starévitch a tourné, mais présenté dans un ordre qui donne un sens, enfin qui n'est pas un ordre au hasard.
et puis d'autres programmes composés alors de courts-métrages, avec pour chaque court-métrage l'idée de mêler à la fois l'animation des années 10, du tout début, des films avec acteurs des années 10, et puis des films ultérieurs. C'est-à-dire que même les personnes qui ne viendraient qu'une demi-journée auraient un panorama des films du début, du milieu et de la fin, c'est-à-dire un panorama de l'œuvre de Starevich. D'accord. Donc, Dialogue avec Starevich, ça se passe ce jeudi et vendredi 23 et 24 avril au cinéma Eldorado. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, c'est sur le site du cinéma Eldorado qu'il faut se rendre. Merci beaucoup à vous tous d'être venus jusqu'à Radio Culture Dijon pour nous parler de tout ça. Et donc, à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui, les murmures. T'as vu, Gérard? Il y a les cinématons en dessous. Ils sont là, les coffrets. Oh, d'accord. Bon, ça, c'est les stocks après douchés. Ça, c'est ce qui sera dispo demain avec d'autres choses qu'on a récupérées pour montrer un peu aux gens ce que peut être un mélange entre une petite boutique et une librairie de films. Alors là, vous avez une vision plus large du document de Philippe, c'est-à-dire que vraiment tout est en mètre carton. Et là, il y a en fait toute la bibliothèque. Toute la première partie, c'est celle qui est indexée, qui est en mode carton. Vous allez voir, Philippe sort une petite partie de la bibliothèque. À partir de demain, il a des choses. Et alors ensuite, ici, on a la lourde partie dans les collections. Donc là, vous avez une collection de films. Ça, c'est la partie qui va partir, qui sera la première partie en fait. Alors, voilà, je suis arrivé avec des nitrates là-dedans. Oui, c'est comme il faut. C'est pour ça qu'on garde ici. Entrez, allez-y. Hein. Allez-y. Entrez. Et là, on a à peu près 8 films. Ouais. Tout inventorié. Tout est inventorié. Ouais, on aère tous les ans, on sort. Vous avez l'intérêt d'avoir ça aussi. Ah non, mais aérer... Ouvrir les boîtes. Les boîtes, bah oui, on sort. Et vous les... On est dehors. Toute l'année, ça tourne. Vous allez voir, il y a le projecteur qui est devant. Et en fait, Sylvain, tous les soirs, passe des films. Ça, c'est ce qu'il faut. Je pense que c'est le meilleur moyen de conservation. Ah ouais, le délire de Langlois là-dessus, sur les films vivent que s'ils sont dans le projecteur, même scientifiquement, ça se tient. Hein. Ah oui, parce que les projections du soir, elles sont publiques, c'est pas uniquement pour aérer tout le monde. On ne peut pas être public puisqu'on est dans un local où en fait, le Crous veut nous virer. On est en situation illégale en fait, d'occupation illégale des locaux. Donc on ne peut pas faire venir les gens techniquement. Par contre, on a commencé maintenant de faire des projets 16, on a commencé la semaine dernière. Et on a diffusé des films bourguignons, montrant des images bourguignons en 16. Mais par exemple, demain, on fait ça à la fac de lettres, à Chabot-Charmont. Et l'année prochaine, on va essayer de monter un ciné-club aussi avec Gérard pour traiter uniquement des collections 16. Et ça, on le ferait à la Nef, qui est en fait on va essayer d'avoir la Nef, mais il n'y a rien de négocié, hein, c'est une volonté qu'on a, qui est en fait sous la bibliothèque municipale qui se trouve place du Théâtre. Et on a déjà travaillé là-bas, c'est là où on avait fait venir les gens de Paris Expérimental et puis Dominique Noguez, quand on avait traité la première version. L'excellent Dominique Noguez. Et donc là, on a à peu près tous les formats qui sont là, et on a donc tout ce qui est long métrage et fiction qui sont en dessous, qui sont des collections qu'on a récupérées alors soit de dépôts privés, c'est-à-dire de Peta, même des gens comme Godard, des gens comme ça, il y a des collections. Gérard nous avait par exemple mis en contact avec Luc Moulet, on a des copies Moulet, et on a récupéré des collections d'anciens ciné-clubs, dont les copies sont absolument nickel. Et aujourd'hui, alors bien évidemment, on ne numérise pas ça, ça n'a aucun intérêt de le numériser, parce que de toute façon, les copies sont déjà numérisées à l'heure, vous les ayez en droit eux-mêmes, vous numérisez. Mais par contre, ces copies peuvent tourner. Et c'est un des aspects qui nous intéresse, c'est de pouvoir remettre en circulation ces copies. C'est pour ça que, par exemple, une des premières choses qu'on a acquises, c'est une quinzaine de projecteurs 16 pour pouvoir remettre de la pellicule. Et vous les stockez avec les noyaux? Ici, oui. Si on reçoit avec noyau, parfait. Sinon, on va chercher. Parce que nous, on nous a dit qu'il fallait absolument enlever les noyaux. Ah bon? Pour quelle raison?
chimique. Parce que c'est en plastique, c'est ça? Et regardez les Il y collections. a des noyaux qui sont... Ah, d'accord. Il y a des noyaux qu'il faut éviter. Et sur les collections 16, par exemple, il y a pas de noyaux. Oui, c'est ça, je me demandais pour ça. Par contre, si vous avez, quand vous ouvrez une boîte... Je connais quelqu'un qui est vraiment très au point pour toutes les questions techniques de ce genre de choses. C'est ce qu'il y a de mieux, avec le plastique, mieux que n'importe quoi. C'est pour ça on a beaucoup de boîtes qui sont... Il y avait des boîtes en plastique à une époque, dans les années 80, là. Mais il y a toujours des boîtes en plastique. Toujours. Oui, et ils reviennent au métal maintenant. Mais c'est un métal qui n'a pas la valeur, l'intérêt de celui-là. Mais par contre, celui-là, dès qu'il soit moche, c'est pas grave. Il ne faut pas une trace de rouille. Dès qu'il y a un point de rouille, il faut virer le film. Il faut lui mettre une autre boîte, ça c'est clair. Ouais. Mais, dis donc, il y en a des merveilleux. Oh, attention. Et maintenant, vous vous rendez compte, pardon, c'est sur une carte puce. Hein, entre cette boîte, c'est sur une carte puce. Et puis après, on passe là, donc là, on a... Salut. Bonjour, vous allez bien? Qui est notre jeune président. Bonjour. Monsieur le Martin. Président. Enchanté. Monsieur le Président, bonjour. Noémie Carrère du Bien Public. Enchanté. Sylvain qui vient de récupérer donc, la présidence de la Cinémathèque il y a 6 mois. Et c'est un étudiant en médecine. Et en ce moment, il fait Starevitch plus ses partiels de médecine. Et il faut préciser aussi qu'il est cinématonné. Hein. Il est cinématographe. On va mettre virgule, cinématographe. Voilà un truc qui Là, est c'est d'autres cinématique. stocks qu'on n'a pas encore lancés. C'est un carton qui nous arrive. Alors, par exemple, quand on reçoit des dépôts, ça arrive comme ça. On stocke là le temps du traitement et puis ça part après. Ça fait que nous on a plein de cassettes qui nous encombrent. Si on les jette plus, on vous les donne, c'est ça? C'est ça, on prend Tout ce tout. qu'on a piqué à la télé, tout ce qu'on a pendant toutes les années. Même ça, on prend. C'est-à-dire qu'on souvent la destination va être que ça aura peu d'intérêt, mais on ne sait jamais. Même, par exemple, il y a certains documents de boucher, par exemple des étoiles qui avaient été produits par Frédéric Mitterrand, qu'on a retrouvés en premier temps en VHS, par des gens qui avaient enregistré ça après une diffusion. Oui, on prend tout. On prend tout. De toute façon, on est parti sur 50-60 ans, donc on a le temps de traiter. Parce que là, le désintérêt de ces cassettes-là, c'est qu'elles se décollent au départ. Donc, Après, on ne les numérise pas. Hein. Oui, bien sûr. C'est pas dans cet aspect-là. Je peux vous filmer, là? Dites-moi, hein, parce que... Je sais pas si c'est très intéressant de m'avoir moi. Ils vont mettre sur DVD, mais ils ont dû recoller l'amorce qui était partie. Alors ça, on fait ça, et c'est un des aspects sur lequel travaille Sylvain, c'est la mise à disposition en fait, d'une collecte des archives régionales pour permettre que la Cinémathèque joue aussi ce rôle vis-à-vis des collections des privés, parce que puisque ça n'a jamais été fait en Bourgogne. Et puis ce qu'il y a, c'est que c'est payant ce service. Bien sûr. Donc vous pouvez aussi avoir des moyens de récupérer C'est un des moyens. On est dans une région où il n'y a pas un centime sur la conservation cinéma ou sur la protection du cinéma. Donc on se dit, l'argent public, ça peut aussi être l'argent du public d'une certaine manière. Et si là il y a un service qui est de numériser leurs copies, qu'elles soient familiales, d'entreprise, choses comme ça. Par exemple, aujourd'hui, on a le Centre régional de documentation pédagogique, la Ligue de l'enseignement, et là on est en train de négocier avec donc une structure qui s'appelle CARSAT, et qui en fait est l'ancienne caisse d'assurance Bourgogne-Franche-Comté. Mais évidemment, c'est pas des choses qu'on va projeter au sens ce soir. Par contre, c'est la vie à un moment de structure, de bourguignon, tout ça. Et nous, c'est un boulot finalement, tout conservé. Après, c'est sûr, on préfère passer Starevitch et derrière que de passer un film sur les accidents du travail sur le bois. Oui, mais c'est pas inintéressant non plus. Hein. C'est le film d'ethnographie. Hein. Bien sûr. Mais ça, on le voit, là, depuis que Sylvain est arrivé, on a commencé à traiter ces collections régionales. Il y a un rapport très étonnant. Les gens adorent voir leur ville dans les années 60, 70. Et ils nous aident en plus à identifier les films. De la locution latine à l'éveil.
comme toutes les cinémathèques quand elles se sont créées, maintenant on est adhérent, donc on est membre associé d'une structure très importante qui s'appelle la FIAF, qui est la Fédération internationale des archives du film, dans laquelle par exemple nous côtoyons les gens de la Filmophone, qui est la cinémathèque de Moscou, qui est une cinémathèque importante dans le rapport à l'œuvre de Starevitch, puisque la cinémathèque de Moscou a participé à la conservation des œuvres de Starevitch, est en relation dans l'histoire à un certain moment avec les ayants droit Starevitch, justement pour traiter cette idée de l'accès aux œuvres Starevitch, et ils détiennent encore des copies, des archives, des choses, et on traite avec eux à l'idée que tout ça puisse se mettre dans une espèce de grand fond commun à un moment, de manière par exemple à pouvoir faire un livre. Ça c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Donc, si vous voulez l'accès sur le côté cinémathèque, on fait également de l'édition, mais là sur ce cas précis, la question c'est de dire, monsieur et madame Martin ont réalisé, publié et écrit la seule biographie qui existe aujourd'hui sur Starevitch. C'est le boulot des cinémathèques et des institutions maintenant de travailler avec eux à pouvoir aller sur des livres autour de Starevitch qui montreront la pensée critique qui peut exister autour de Starevitch, également d'apporter d'autres éléments historiques autour de Starevitch, et, si c'est faisable, de faire que l'ensemble des institutions qui détiendraient des photos, des archives, ça, puissent mettre de l'iconographie à disposition pour créer un vrai livre d'art sur Starevitch. En tout cas, Starevitch le mérite. Ça, c'est le mérite. Et on souhaiterait, avec la Gauche Filmophone, pouvoir travailler sur une édition bilingue. Et aujourd'hui, on travaille avec Sens, avec un coéditeur qui s'appelle les Éditions du Murmure. Donc, tout ça n'est pas encore finalisé, hein, mais c'est à l'étape de projet. Et on va travailler également, on espère, avec d'autres éditeurs régionaux, mais je ne vais pas vous citer là pour pas les mettre porte-à-faux, mais ça se discute avec des grands éditeurs d'art régionaux. Mais pour une nouvelle, M. Martin, qui eux ont fait cette première biographie, ça c'est par exemple la difficulté d'arriver à produire du contenu de cinéma en termes de livres, tout ça. C'est pas une édition, c'est pas une économie simple. Mais ça existe après, une fois que ça existe. D'accord. Oui, parce que du coup, la FIAF, c'est assez fou d'un côté quand on voit vos conditions de travail, de se dire que vous êtes à côté de... Vous faites partie de ces... C'est un paradoxe. Si vous voulez, pour nous, ce qu'on dit souvent, c'est une phrase qui me fait rire. Ici, c'est que d'un côté, on a le Crous de Dijon qui alimente notre image en disant qu'on ne fait rien à l'année, et de l'autre côté, on traite avec le mauvais. Après, chacun place la vérité de la lecture des choses là où il veut, mais nous, ça ne nous intéresse pas, si vous voulez, la polémique là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les cinémathèques, pourquoi, lorsqu'elles se sont créées, ont eu ces problématiques. Pourquoi toutes ont eu à peu près 30 ans de difficultés à s'installer. C'est une vraie question. Quand on en parle avec nos collègues de Bologne, de Lyon, on était à l'Institut Lumière la semaine dernière, tout le monde se pose cette question. Bien sûr, il y a une question politique, mais le paradoxe est encore plus grand en Bourgogne. Mais après, c'est les auteurs qui changent la donne. On dit c'est les politiques, et à un moment, il y en a un qui se rencontre. C'est les auteurs. Et si les auteurs utilisent les cinémathèques, prenez la cinémathèque de Bologne. Pourquoi les fonds Chaplin sont à Bologne? Parce que les ayants droit, Chaplin, ont voulu que ça soit là-bas. Nous, on a les fonds Boucher. C'est un des plus gros fonds au monde de conférences et d'articles sur les auteurs. Ça représente quasiment 700 auteurs traités. À un moment, Boucher croit à cette chose. Et c'est qu'un lien avec le public, finalement. Mais je crois que c'est, si vous voulez, je crois aussi que la réalité, c'est que ça ne rapporte pas d'argent. C'est tout ça le problème. Tant mieux que ça rapporte pas d'argent. Il faut bien qu'il y ait une structure dans le cinéma qui soit à l'autre bout de l'industrie et qui soit celle qui, justement, ne traite que l'auteur. Et alors, vous avez toujours un ciné-club, si j'ai bien compris, que vous avez... On a fait une dernière saison de ciné-club, puisqu'on quitte le campus cette année. Et on a fait une dernière saison en hommage aux gens de l'université avec qui on a travaillé pendant 15 ans. Et donc notre dernière séance, c'est ce soir. On a fait ça à l'IUP de Diderot, qui est un endroit qui nous a toujours soutenu, notamment par l'intermédiaire de Claude Patria et Véronique Parizeau, qui sont des gens qui... Véronique Parizeau, par exemple, la directrice
empêche de l'ESP, ça s'appelle comme ça. Son sujet de mémoire, c'est une prof de droit, c'était les droits de l'expo Langlois, qui est une expo un peu particulière, parce que c'est une expo imaginaire. C'était la Cinémathèque qui viennent, c'est quoi comme type de public vous avez tout type de public, c'est-à-dire vous avez autant par exemple des chercheurs qui vont utiliser les collections que des personnes qui vont utiliser la cinémathèque justement pour protéger leurs œuvres. Vous avez d'autres rapports. Vous avez des gens qui vont par exemple venir à la bibliothèque parce qu'ils vont avoir besoin de consulter une revue de 1960 qui n'est pas trouvable ailleurs. Et ensuite, vous avez tout un ensemble de gens qui sont des passionnés de cinéma, que ce soit sur leur rapport historique à ça ou sur leur cinéphilie, qui viennent puiser dans la cinémathèque ce que les autres mettent à dispo. À chaque fois que quelqu'un dépose ici, finalement, la collection qui appartient à tout le monde grandit. Après, à nous de voir ce que chacun, dans sa façon de déposer, souhaite que ça soit accessible ou pas. On n'est pas une médiathèque, hein. On est une structure, et c'est bien pour ça qu'on est indépendant, c'est-à-dire en termes d'association de la 1901, c'est nous qui choisissons comment les choses sont mises à disposition. Et par exemple, vous disiez des chercheurs qui viennent, qu'est-ce qu'ils viennent trouver par exemple Par exemple, vous avez derrière vous le fonds Brocard. Aujourd'hui, on est les seuls à avoir les boîtes de conception des travaux de Bertrand Brocard. Donc les gens viennent chercher les archives, l'histoire de ça. On est la cinémathèque détient les conférences Douchet. Si par exemple demain vous souhaitez avoir la pensée de Douchet sur, je sais pas, n'importe quoi, mais sur Malik ou Michael Mann, qui ne sont pas des auteurs mineurs quand même, vous aurez les conférences ici. Mais ça, si vous voulez, une cinémathèque, il y a un truc qui est très complexe, on s'en rend compte, c'est le terme cinémathèque. Le terme cinémathèque, il est très dur. Les gens ont une espèce d'image, quand ils n'ont pas l'habitude des cinémathèques au quotidien, qui est compliqué. On a l'impression qu'on va tomber sur un vieux gars avec un projet, des films de même. Oui, c'est un aspect, mais il n'y a pas que ça. Moi, je crois beaucoup au fait que le cinéma n'est pas qu'une question d'argent, de beaucoup d'argent, et pas qu'une question de tickets. Je crois qu'il y a tout un pan derrière qu'il faut réellement passer son temps à emmener. Déjà parce que les gens vont prendre beaucoup de plaisir, ceux qui viendront à voir ça, parce que c'est des grandes œuvres. Qui en plus ne sont pas aujourd'hui visibles autrement. Vous savez, en 2015, se dire que les films de Starevich, par exemple, ne sont pas disponibles tous en DVD, c'est une vraie question. Qui se travaille avec le temps. Mais là, il faut plus vous interroger, M. Martin, sur pourquoi à un moment des supports existent ou pas, quel travail. Vous savez, si vous saviez le travail qui est développé depuis des années pour qu'un DVD existe, là, ils peuvent vous parler du travail d'une cinémathèque. Mais pas de la nôtre, du leur. Parce qu'eux, ils ont une démarche de cinémathèque. Les gens qui sont autour de cette table, Gérard Courant, il a lui-même une cinémathèque chez lui. Mais c'est encore une autre idée. Moi, j'en ai deux. Il faut toujours avoir des choses dans deux endroits différents, tu sais. Et M. et Mme Martin, c'est des gens qui ont une cinémathèque de l'œuvre de Starevich. Et chacun sa définition d'une cinémathèque. Mais nous, la nôtre, c'est une cinémathèque qui est un membre associé de la FIAF, donc qui pense comme pensait Langlois. En 2015, hein. On n'a pas des photos de Langlois au-dessus de nous, hein, c'est pas ça le problème. Mais il faut que il faut que ça se développe, il faut qu'il y en ait partout. C'est ce que disait Truffaut. Imaginez un monde où il n'y a pas par exemple, de bibliothèque, où on ne pourrait pas avoir accès aux livres. Le cinéma, c'est pareil. Sans les cinémathèques, on n'aurait pas l'œuvre de Ford, par exemple. On n'aurait pas l'œuvre de Chaplin, on n'aurait pas l'œuvre d'Hitchcock. Ça, c'est les très grands. Et puis après, il y a les œuvres locales. Et nous, on conserve tout. Parce que dans chaque film, il y a quelque chose. Une donnée historique, sociologique. Là, on a la chance de bosser Starevich. Je vous dis, les gens qui vont venir, ils vont découvrir à un moment ce que c'est qu'un pilier, à un moment de l'histoire du cinéma. Et c'est primordial que ça perdure. Surtout face à un auteur qui, effectivement, il y a un questionnement de pourquoi les critiques, à un moment, n'ont pas traité. Ce qui est marrant, c'est que vous recevez vraiment de tout, en fait. Pas forcément des choses de fiction ou des documentaires, c'est vraiment des choses institutionnelles, ce que vous disiez de la CARSAT. Là, c'est plus une démarche presque d'historien. C'est un des aspects des cinémas. Mais tout est cinéma, de toute façon.
Donc, à partir du moment où il y a image. Mais vous savez, c'est la phrase de Godard. Je ne veux parler que de cinéma, parce que le cinéma mène à tout et parle de tout. Je l'ai dit mal, c'est comme ça. Mais c'est assez jeune le cinéma, si on regarde bien. Bien sûr qu'on participe aussi à cette idée qu'on voudrait que l'éducation à l'image soit partout. J'espère que demain, des enfants, des profs vont venir voir, parce que déjà c'est un monde qui leur parle facilement. Et ensuite, c'est une démarche de créateur qui est passionnante. On a été présenté, par exemple, ça aux étudiants des Beaux-Arts. Ils sont assez étonnés dans tout ça. Après, bien sûr, il y a des moyens de dire ça. Ça marche beaucoup mieux quand on dit aux gens Starevich est considéré par des gens comme Burton ou Terry Gilliam comme un géant. Quand Gilliam dit que Le Roman de Renard, c'est le plus grand film de cinéma d'animation qui ait jamais été fait, ou un des 10 plus grands, je sais plus. Scott Fétiche. C'est fétiche. Ah, c'est vrai, oui. Il y a un lien de communication qui passe mieux, mais parce qu'il y a la filiation dans le temps. Et toute la question de ces dialogues-là, c'est une question de cinémathèque, c'est de dire où Starevich, à notre petit niveau, et par les intervenants, où est-ce que Starevich peut se placer dans une histoire du cinéma, quotidienne. Je trouve ça fou tout ce que vous faites. Ça fait un paquet de boulot. Interrogez les auteurs que vous avez autour de vous, vous verrez que là vous nous interrogez au niveau de la Cinémathèque de Bourgogne. Oui, attendez, demandez à monsieur et madame Martin sur la même question, Cinémathèque. Demandez-leur ce qu'eux font depuis des années. Demandez à Gérard ce que lui fait. Les gens qui sont dans le cinéma, oui, il y a une notion de folie, mais je ne sais plus quel producteur, Gérard doit savoir, je ne sais plus quel producteur hollywoodien disait de toute façon il faut être fou pour travailler dans le cinéma. Mais c'est pas par rapport à une déconnexion, c'est par rapport à la masse d'abnégation qu'il faut mettre pour que quelque chose existe. Mais c'est normal, c'est un art périssable. Il faut être fou pour faire du cinéma, mais Jean-Pierre Melville avait dit, quand on avait fait son cinéma de notre temps en 70 ou 71, il avait dit il faut être fou pour avoir des studios de cinéma. Et en fait, à l'époque, il était le seul cinéaste au monde à avoir ses propres studios. Et il dit il faut être fou. Et en plus, lui, il habitait dans ses studios. Son appartement était à l'intérieur de ses studios. Donc en pleine nuit, à 5h du matin, il se levait, il avait des idées, il se mettait au travail devant son bureau, il bossait. Et donc il disait il faut être complètement fou pour avoir ces studios. Bon, ça c'est encore un autre débat, les studios, mais... Et vous prenez par exemple un exemple local d'un autre aspect du cinéma. Il y avait une réunion publique hier à l'Eldorado, le dialogue, où l'Eldo alerte le pouvoir public et le grand public sur sa situation. Sur une situation financière compliquée. Il y a une forme de folie aussi là-dedans. Il y a une forme de folie dans l'idée qu'aujourd'hui, pour des sommes finalement assez peu importantes, si on regarde bien ce qui peut être déclenché là-dessus, qu'un cinéma comme ça, qui est primordial dans l'histoire des Dijonnais pour la connaissance du cinéma, soit dans cette difficulté-là. Effectivement, il y a une espèce de folie dans tout ça, mais parce qu'on en revient à cette question, c'est un art et une industrie. Et vu que tout est lié à la question créative et à la question de l'argent, on est toujours dans une forme de folie. Mais c'est une folie fabuleuse. C'est une folie altruiste. Mais nous, par exemple, tout ce que vous faites, c'est extraordinaire. Je veux dire, quand je vous entends parler, je trouve ça magnifique et vous êtes notre relais indispensable et puis incontournable et un grand, avec beaucoup de grandeur. Je trouve que c'est formidable. Et les locaux, tels que vous dites, c'est dommage qu'on soit là. Non, c'est magnifique parce qu'on a l'impression d'être aussi à l'aube de quelque chose qui sera formidable en 10 ans. C'est ce qu'on se dit le matin quand on... Ben oui, non, mais soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs, c'est vrai. C'est plus qu'un relais, parce que nous, on a participé à des festivals. Les festivals montrent des films, mais vous apportez une valeur ajoutée énorme sur la réflexion. Nous, la chance qu'on a, c'est quelqu'un comme Boucher, à un moment, il dit oui, il faut une cinémathèque, et j'accepte qu'elle porte mon nom, non pas par l'auréole personnelle, mais parce que si effectivement votre volonté c'est de faire qu'une cinémathèque soit une cinémathèque de la pensée du cinéma, qu'elle soit la mienne ou pas, Boucher n'est pas du tout regardant, Boucher n'est pas du tout... D'ailleurs, Adèle est bien placée.
touché. Je vois qu'elle se présente au guichet, elle épelle Starevitch 4 fois. Hein. Ouais. Je suis membre de la Cinémathèque. Ma tante était membre de la Cinémathèque. Je suis un déposant historique de la Cinémathèque. Oui, et à chaque fois, c'est quoi votre nom? Je suis pourtant réservée. On parle finalement aussi d'une autre structure. La Cinémathèque française aujourd'hui, c'est un monument mondial qui participe à une vision. Par exemple, ce qu'ils font sur des. Je pense aux expos. Ce qu'ils font sur Kubrick, sur Burton, ça a un tel retentissement qu'à un moment, ça participe à quelque chose. Après, c'est sûr. Moi, je crois aussi beaucoup aux cinémathèques qui se développent parce que quand vous êtes plus petit, vous n'avez pas les mêmes problématiques de gestion dans le métro. Et moi, j'ai pas 198 salariés à gérer, donc j'ai pas les mêmes problèmes. Donc, je peux traiter ce que je veux. J'aimerais bien avoir quelques salariés, ça simplifierait les choses. Mais je crois que les cinémathèques, c'est aussi ça, c'est un lien entre les choses. Par exemple, quand M. et Mme Martin ont accepté l'année dernière que lors des premières journées d'études qui avaient eu lieu à Fontenay-sous-Bois, donc là d'où vient, pas d'où vient, mais là où a vécu Starevitch pendant 40 ans, dans le Val-de-Marne, d'autres cinémathèques se sont déplacées pour voir les choses. Le Forum des images, par exemple, est venu à ce moment-là, et ça crée des liens. C'est ça qui est important. C'est que si la vision des films est faite, ça crée du lien. Maintenant, c'est sûr, c'est toujours compliqué. Si on vous demande de réagir en termes de fréquentation, moi, j'ai aucune idée de combien de personnes seront là demain. On a fait tout ce qu'on pouvait en termes de com. Maintenant, on verra bien. Mais la cinémathèque de Langlois, même s'il n'y avait qu'une personne, ça tournait. Il faut que les films soient vus. Et en tout cas, soient montrés. Après... Sur certaines images, des véhicules. Oui, puis pas que des documents films, vous avez aussi tout ce qui est de l'ordre des archives papier qui sont primordiales. Par exemple, là, vous prenez l'exemple du Starevitch. Les documents de communication qui ont été utilisés, ce sont des images qui n'ont quasiment jamais été vues. Le fait de pouvoir à un moment déclencher une communication là-dessus et de faire que ces images soient utilisées, c'est du cinéma. C'est à un moment comment une image de Starevitch ou de son travail ou de son studio, par exemple, il y avait son studio qui est en images, c'est primordial que tout ça se diffuse. Regardez l'Institut Lumière, tout le monde a une idée en lui de ce qu'est une image lumière, un plan lumière. Et puis après, ça va être des scénarios, des revues, Ouais, il y a un côté rat de bibliothèque, mais c'est pas forcément une mauvaise image. Il y a des bibliothèques vachement drôles. Non, ça va. Puis c'est un complément, de toute façon, tout ça. Si vous allez vers la cinéphilie, qu'elle soit ardue ou qu'elle soit uniquement un plaisir, même irrégulier, vous allez forcément vers l'objet après. Pourquoi le monde entier va dans des restaurants américains où il y a un arc de Kevin Costner dans Robin des Bois? Pourquoi tout le monde Parce que le cinéma a toujours cette idée de magie. Et là, on en revient à ce qu'on traite là sur les 2 jours, c'est vous avez quelqu'un comme Douchet qui va passer son temps à traiter justement l'œuvre créatrice en tant qu'écriture, et c'est ce que lui va traiter. Et puis vous avez quelqu'un comme Hervé Aubron, qui est très étonnant, il nous fait le plaisir de venir parler une seconde fois là, de Starevitch, qui lui va traiter l'idée de justement comment naît la question de l'imagination dans l'animation. Et il traite le côté, à partir de l'inerte, on va créer de la vie. Et ça c'est passionnant dans le cinéma, aussi. C'est marrant parce qu'il y a un côté un peu compulsif de se dire, de vouloir tout conserver, tout garder, au cas où peut-être un jour quelqu'un ait envie de le voir. Oui, mais ce n'est que la suite de la démarche compulsive des auteurs eux-mêmes. On conserve une démarche forcément de la façon dont les choses sont faites. Quand vous êtes un auteur et que vous passez votre vie, par exemple, vous allez passer 3 ans sur un long métrage, vous allez gérer des équipes incroyables, ou que vous soyez tout seul dans votre studio, il y a une démarche incroyablement obsessionnelle, oui, et compulsive. Regardez demain et après-demain, il y a 10 programmes de 1h30, 2h chacun.
Vous imaginez sur une vie ce que ça représente d'avoir passé ce temps. Moi, je ne sais pas combien de temps Starevich a dû passer. Si on faisait un calcul comme ça, qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'intérêt, comme ça, mais comptons en kilomètres de pellicule ce qu'il a fait, comptons en temps ce qu'il a fait, et en plus de ça, quand on lui a proposé d'aller aux États-Unis pour avoir des armées finalement à disposition dans les studios, il dit non, moi je préfère continuer de contrôler mon métrage et comment je travaille. On est forcément sur des démarches compulsives de création. Donc les cinémathèques sont des suites de ça. Regardez le travail de Gérard Mourant, il y a le côté compulsif. Mais même les réalisateurs qui font un film Disney et autres, depuis 15 ans maintenant, ils font des making-of. Eux-mêmes, ils veulent garder la mémoire de leur acharnement à réussir quelque chose. Des making-of, c'est assez nouveau quand même. Hein. Ça n'existait pas autrefois. Si, Starevich en a fait un, qui est magnifique. Oui. Il montre la façon dont il travaille, Oui. qui dure 3 minutes à peu près de mémoire. Hein. Oui, comme on a Issani, une cinémarionnette. C'est formidable. Parce que tout le monde disait qu'il cachait tout, puis c'est vrai qu'il avait un malin plaisir à laisser les gens dans l'expectative. Mais il avait aussi une démarche de transmission, puisqu'il donnait des conférences, il expliquait. Et puis moi, quand j'étais petite, j'ai vu défiler des batteries de Japonais qui venaient le voir travailler chez lui. Il habitait dans son studio. C'est moi qui conduis. Il vivait dans son studio. Mais il y avait 2 escaliers séparés quand même. Il y avait l'escalier de la maison à l'intérieur et l'escalier qui descendait dans le labo de développement, etc. Il y avait une séparation, travail intimité. Parce que là, il y avait tout. Il y avait studio et laboratoire. Oui, il y avait le labo. Mais il faisait le 35 mm au niveau du labo. Ben oui. Donc ça vous rendez compte développer du 35. Oui. Des bouches. Oui, d'accord, mais quand même. Oui, mais quand même. Mais quand même. C'était les petites bobines de 120 mètres, etc. Des rushs. Et les couleurs, il faisait les couleurs. Je me souviendrai toujours de l'odeur là, des bains. Mais ça, c'était... Après, il est allé dans les laboratoires. Oui. Je suis désolé, monsieur, dame, mais on va devoir partir au consortium pour rencontrer